Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Nous avons la chance d'être en compagnie d'Iris, qui a créé son entreprise Un Brin d'Iris. Elle est avec nous aujourd'hui pour partager son métier de créatrice de patrons de couture et de design sur tissu. Bonjour Iris. Bonjour Aurélie, merci de m'accueillir sur ton podcast, ça me fait très plaisir. C'est en plus la première fois pour moi aussi que j'enregistre du contenu sous ce format, donc c'est une grande première, c'est cool. Moi, je suis vraiment très contente que tu aies pu te libérer un petit peu pour parler de ton métier avec nous aujourd'hui. Donc, c'est vraiment chouette. En fait, on te suit, enfin, je pense qu'on est très nombreux à te suivre maintenant sur les réseaux et voilà, donc pouvoir partager ce moment avec toi aujourd'hui, c'est vraiment un grand plaisir pour nous. De même pour moi, ça me fait bien plaisir. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y en a quand même, je pense, qui ne te connaîtront pas, de ceux qui nous écoutent. Donc. Oui, alors moi je m'appelle Iris Brin, d'où mon nom de marque, du coup, Un Brin d'Iris. Alors je sais qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe, hein. Des fois je vois on écrit Brin, B-R-I-N, parce que c'est le jeu de mots effectivement, mais à la base voilà, c'est B-R-U-N. Je suis originaire de Haute-Savoie et j'ai fait mes études dans la couture, hein, enfin plus spécialement dans le stylisme, modélisme, voilà, en 2005, donc ça commence à dater un peu maintenant. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, je vis donc de mon métier qui n'est pas vraiment de coudre pour les autres, mais d'enseigner la couture aux autres. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? Alors l'enseignement de la couture plutôt. Oui. Alors déjà, après mes études, j'ai pas vraiment travaillé dans la couture parce qu'en fait, il s'avère que j'ai pas mal voyagé, j'ai vadrouillé un peu à droite à gauche dans différents pays, différents continents. Et après, voilà, pour des problèmes de visa ou tout simplement le fait que j'avais envie de voyager, pas forcément me poser et travailler, j'ai pas vraiment travaillé dans mon domaine. Mais voilà, dès que je pouvais, voilà, dès que je rentrais chez mes parents, etc., c'est vrai que je revenais toujours aux sources, à la couture, etc., parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup et où j'avais voulu me former, hein, puisque j'ai fait quand même 3 ans dans le stylisme modélisme. Donc j'ai un diplôme et j'ai quand même un bon savoir-faire. Après, il y a eu la naissance de mon fils. Alors, je rentrais tout juste en France parce que j'habitais du coup au Brésil à ce moment-là avec mon mari brésilien que j'avais rencontré en Australie. Donc, ça fait beaucoup d'informations, mais voilà, c'est un parcours assez mouvementé quand même. Et voilà, je me suis retrouvée en France avec mon petit bout de chou, de retour à la maison. Mon mari a rapidement trouvé du travail et du coup, j'ai décidé de monter mon auto-entreprise dans la vente, plutôt. Donc, alors, j'ai été formée plus sur le sur-mesure, etc. Mais là, c'est vrai qu'avec un bébé, on n'a pas envie de faire des grandes robes, des bustiers, etc. Donc voilà, je me suis plongée dans les petites créations pour bébé, les bavoirs, tout ce qui est accessoires, etc. pour bébé, personnalisé. Et du coup, vu que ça plaisait beaucoup autour de moi, je me suis dit, bah, autant en faire 2-3 pièces de plus à chaque fois et les vendre. Donc j'ai commencé comme ça pour pouvoir voilà, avoir une petite rémunération et pouvoir m'occuper en fait de mon fils, hein. Le but, c'était pas voilà, d'aller travailler et laisser mon fils toute la journée, toute la semaine à la garderie. J'avais besoin voilà, de m'occuper de lui et de revenir à la création. Et après, les années ont passé. J'ai été enceinte de mon deuxième enfant pendant le Covid. Et là, c'est assez bien compliqué parce que du coup, ben, tous les marchés locaux que je faisais se sont arrêtés du jour au lendemain. De toute façon, j'étais enceinte, donc pas en pleine forme non plus, parce que mes débuts de grossesse n'étaient pas simples. Et j'avais le grand, qui était encore petit, confiné à la maison. Donc en fait, tout s'est arrêté du jour au lendemain. J'ai arrêté de coudre. Et au moment de reprendre, hein, que ma fille était déjà née, etc., j'ai pas eu le courage en fait de tout recommencer ça avec un autre bébé, l'après Covid, etc. Et c'est mon mari là qui m'a vraiment poussée à attaquer les tutoriels sur YouTube en fait. Surtout que le Covid a fait que tout le monde s'est mis à faire des masques, tout le monde s'est mis à faire des tutos et les gens avaient du temps, étaient chez eux et il y a beaucoup de personnes qui se sont mis à la couture à ce moment-là. Et moi, je suis arrivée tout de suite après avec un peu mon style, en fait, mes idées. J'ai essayé de faire voilà, des choses un peu différentes parce que j'ai bien vu que
que voilà, le net était déjà un peu saturé de vues, déjà vues, etc. Et étant donné que voilà, j'ai une formation aussi à la base, c'est vrai que c'est quelque chose où je m'y connais plutôt dans le domaine, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes qui montent aussi une chaîne YouTube qui est à la portée de tout le monde finalement aujourd'hui. Donc voilà, je me suis assez rapidement démarquée avec mon style. Et puis la chaîne YouTube a vite pris. Et après, voilà, tout s'est développé de façon assez naturelle derrière, au niveau des patrons, les tissus, etc. D'accord. Donc maintenant, au quotidien, tu fais quoi? C'est quoi ton métier? Tu peux nous l'expliquer un petit peu? Oui, alors mon métier à la base, c'est de proposer donc alors plutôt des accessoires. Je ne propose pas de vêtements parce que le but, c'est de proposer un patron en même temps que le tutoriel. Si je propose des vêtements, bien évidemment, il faut les décliner dans toutes les tailles. Donc, on ne peut pas faire que de la taille unique non plus. Et moi, je n'ai pas la possibilité de faire ça chez moi au niveau de l'espace, du temps, etc. Voilà, donc je me suis spécialisée plutôt dans les accessoires, surtout que voilà, juste avant la chaîne YouTube, etc., j'en avais déjà plein chez moi, surtout des accessoires pour bébé, donc les patrons étaient déjà plus ou moins prêts en fait. Et j'ai continué dans la lancée parce que du coup, voilà, c'est pratique de faire des accessoires, ça prend pas beaucoup de place et puis ça s'adresse à tout le monde, il n'y a pas de problème de taille, etc. Donc mon métier, c'est de réaliser d'abord l'accessoire que je veux réaliser. Donc souvent, je fais un prototype, voire deux, selon la complexité de l'accessoire. Une fois que voilà, je suis satisfaite du rendu final, je fais faire mon patron en format PDF. Parce que moi, mes patrons, ils sont faits à la règle, au crayon de papier, au compas, etc. Mais après, voilà, pour le proposer, il faut qu'elle puisse l'imprimer, que ça soit propre et qu'elle puisse l'assembler si ça ne tient pas sur une page A4. Ils ont plusieurs pages A4. Et après, elles font un petit puzzle en faisant correspondre les lettres pour obtenir à la maison, sans sortir de chez elles, leur patron pour réaliser tel ou tel accessoire. Ensuite, je prends ce joli patron imprimé chez moi et je l'utilise pour me filmer. Donc, je filme toutes les étapes du début à la fin. Donc, c'est assez détaillé. Des fois, je me dis peut-être trop, mais j'ai plutôt des bons retours en me disant que voilà, le pas à pas vraiment détaillé aide beaucoup, surtout pour les débutantes. Et je sais qu'il y a énormément de débutantes qui suivent mes tutoriels et qui arrivent à faire des choses plutôt complexes. Donc, je me dis que c'est quand même important voilà, d'y aller dans les explications, quoi. Ensuite, il faut que j'édite ces vidéos, que je les poste sur les réseaux sociaux. Il faut prendre plein de photos du résultat final, écrire des textes à n'en plus finir pour bien expliquer et puis éviter en fait les questions qui reviennent sans cesse au niveau des commentaires et qui me prennent beaucoup de temps du coup à répondre. Donc plus ça va, plus j'essaye voilà, d'être explicite et de bien expliquer dans mes légendes en fait. Et ça prend beaucoup de temps, on dirait pas, mais c'est très long d'écrire. Et puis après, voilà, il y a la mise en ligne sur le site. Alors, certains patrons sont gratuits. J'ai toujours une base gratuite. Après, ça peut arriver voilà, que je mette un peu de temps entre deux patrons gratuits parce qu'entre-temps, j'ai plein de choses à faire. Mais c'est la base de la chaîne, en fait, que tout le monde y trouve son compte et qu'on ne soit pas obligé acheter à chaque fois que quelque chose nous intéresse. Et puis, de temps en temps, quand les patrons sont plus complexes, ils sont payants. Donc, on peut tout trouver sur mon site qui s'appelle unbrindiris.com. Et les patrons gratuits, eux, sont aussi disponibles sur un groupe Facebook qui s'appelle La Couture Créative avec Iris. Donc, du coup, c'est aussi rapide parce qu'on n'a pas besoin forcément voilà, de télécharger via le site, etc. Et le plus de ce groupe, c'est que les personnes peuvent, elles, aussi les membres du groupe, qu'on appelait les irrésistibles, elles peuvent publier leurs créations issues de mes tutoriels. Et si elles ont des difficultés, elles demandent de l'aide. Et en fait, dans la communauté, elles s'entraident toutes. Voilà, donc c'est super pratique. Déjà, elles, voilà, ça les encourage. Dès que quelqu'un pose une pression, elle a voilà, 10, 15, 20, des fois 50 commentaires, c'est trop joli, etc. Donc c'est vrai que ça fait du bien, ça encourage. Elles s'entraident entre elles, en fait, et j'ai pas à toutes les questions et difficultés de mes abonnés, une à une, parce qu'elles posent leurs questions dans le groupe. Tu travailles toute seule, du coup? Alors oui, je travaille seule. Après, j'ai la chance d'avoir un mari qui m'épaule beaucoup dans mon travail et du coup qui m'aide plutôt dans la partie tissu. Donc ça, là, j'ai parlé de la partie patron et j'ai aussi, est venue se rajouter plus tard dans mon activité la vente de tissus suite à un voyage au Brésil en fait. Puisque mon mari est brésilien, on a ramené du tissu, parce que c'est vrai que le tissu de là-bas est très différent du tissu d'ici, et c'est pas un tissu qu'on retrouve sur tous les sites internet qu'on a l'habitude de voir ici en France. Et en fait, le tissu a eu énormément de succès, donc on a renouvelé. Alors maintenant, on va plus chercher, on a trouvé tout ce qu'il faut au niveau fournisseur, transporteur.
Et là, ils m'aident vraiment dans la gestion des tissus. Les tissus, quand on les réceptionne, ils sont pliés dans l'autre sens. En fait, on ne peut pas les stocker pour les couper. Donc, il faut tout déplier, plier dans l'autre sens, enrouler sur les cartonnettes. Et quand quand j'ai besoin de tant de coupons, de tant de centimètres, en fait, c'est lui qui s'y colle. Voilà, et ça m'aide énormément parce que déjà, c'est assez physique. Et c'est vrai que c'est une des seules tâches, malheureusement, que je peux confier à quelqu'un d'autre. Hein, parce que le reste est tellement personnel, personne ne va pouvoir faire une vidéo à ma place. L'éditer, c'est compliqué aussi parce que des fois, voilà, je répète plusieurs fois la même phrase, je bug au milieu d'une phrase, et moi je sais où il faut couper, qu'est-ce qui n'est pas très important, qu'est-ce qu'il faut accélérer, etc. Et là, j'ai du mal à... J'ai pas trop... J'ai du mal à léguer ces autres... Ouais, c'est pas évident parce que c'est vrai que c'est notre bébé aussi, donc forcément, on n'a pas... Voilà, on Oui, veut... je me dis, du moment où je confie ça à quelqu'un d'autre, en fait, c'est comme si c'est pas moi qui proposais les patrons, les vidéos, etc. Parce que c'est fait par une autre personne. Ouais. Donc pour l'instant, c'est comme ça. J'y arrive encore. Voilà. Et donc, pour la gestion des sites et des réseaux, c'est que toi? Ouais, c'est que moi. Ouais. Après le site internet, j'ai un webmaster. Alors, il ne s'occupe pas de mettre en ligne à ma place les tutos, les patrons, les photos, etc. Mais quand j'ai des bugs, et ça arrive, les bugs, les mises à jour de données, plus assez de place sur le site, il faut voilà, une nouvelle extension ou récemment, ouais, il a juste bugué parce que j'avais saturé ma base de données. En fait, j'ai dû acheter un nouveau abonnement avec une base de données plus grande et lui, il a dû migrer tout le site. Ça, c'est pas moi qui le fais, heureusement. Ça fait déjà un webmaster, ça m'a changé la vie parce qu'avant, j'essayais de faire comme je pouvais, mais j'y arrivais pas en fait, c'est pas mon domaine. Donc vraiment là, j'ai besoin de cette personne. Ouais. Très bien. Et donc, Et donc, tu fais du design sur tissu aussi? Alors, le design sur tissu, en fait, moi, j'ai des idées. J'ai une amie, une très bonne amie qui vient de l'Ain aussi, hein, de Bourg-en-Bresse, qui est illustratrice à la base. Elle a été tatoueuse et elle dessine tout ce qu'on lui demande, en fait, si facilement que c'est même irritant. Et du coup, voilà, des fois, j'ai des idées comme le livre d'éveil, les coussins comptines. Tout ça, c'est des choses que j'ai en tête et que je sais quel dessin je veux, sauf que je ne peux pas le faire moi-même. Et là, je fais appel à Catherine et elle dessine mes idées. Et des fois, c'est même ses idées à elle. Elle me dit, oh, j'ai trop envie de faire voilà, un petit chat, par exemple. Ça ne sert à rien que je montre parce qu'on ne verra pas. Mais voilà, là, je vais demander 3 designs de trousses. Elle m'a dit, j'ai envie d'en faire un avec un chat. Je dis, bah vas-y, fais-moi un petit chat. C'est pas moi qui lui ai demandé. Je lui ai juste donné voilà, la base du patron, etc. Elle dessine. Et après, des fois, on a des petits ratés. Des fois, on doit revoir le dessin, etc. au niveau, pour qu'il soit centré, hein, au niveau du projet final. Et ensuite, voilà, c'est moi qui fais imprimer ici en Europe sur du coton, 100% coton, Ecotex. Et voilà, du coup, on a appelé ça Un brin d'iris by Nomade parce que son atelier s'appelle l'atelier Nomade. D'accord. Donc, du coup, après, le patron, il est directement dessiné et il n'a pas besoin de découper ni rien. Voilà ce qu'on essaye de faire maintenant avec Catherine. Là, on a des petites trousses. On va proposer aussi l'étui à lunettes qui existe déjà sur mon site, mais que voilà, on doit se procurer le patron, qui est d'ailleurs gratuit, par exemple. Donc, on télécharge son patron, on le découpe et on découpe son tissu grâce au patron. Là, par exemple, si vous achetez un étui à lunettes, un brin d'iris by Nomade, le patron est déjà dessiné sur le tissu. On n'a pas besoin du patron papier. On a juste à couper sur les contours noirs autour. Et ensuite, il y a le tutoriel qui accompagne pour le montage. Mais du coup, on se passe du papier parce que c'est déjà imprimé effectivement sur le tissu. Et on a plusieurs modèles comme ça, les trousses. On a eu le croque-souci pour avaler les cauchemars des enfants. Le livre d'éveil qui fait partie de ces patrons prêts à couper. On a eu des petits sacs pour Noël, des petits fanions pour Halloween. Voilà, on essaye de travailler évidemment avec le calendrier hein, et puis d'avancer dans les fêtes, les événements. C'est pas toujours facile d'y arriver vraiment à temps parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il faudrait travailler bien 6 mois en avance sur un projet. Par exemple, là, elle va attaquer Noël, quoi. Alors que l'été n'a pas commencé chez nous. C'est ça. Voilà. Mais après, oui, il faut préparer les saisons et de toute façon. Ouais, avec 6 mois minimum d'avance. Ouais. Ok. Est-ce que selon toi, c'est un métier physique? Alors, c'est physique, pas forcément au niveau on n'a pas forcément besoin d'une grosse force physique, mais oui, ça demande quand même un certain entretien du corps. Et en fait, moi, ce qui prend
vraiment, c'est les cervicales, les dorsales. J'ai pas mal de douleurs parce que j'ai 2 mauvaises positions que j'ai tous les jours. C'est devant ma machine à coudre, surtout quand j'oublie mes lunettes, parce que ça arrive. Et du coup, j'ai tendance à me pencher un peu plus vers l'aiguille. Et au niveau des cervicales, voilà, c'est plutôt mauvais. Et l'ordinateur, que je fais aussi beaucoup, parce que tout le reste, en fait, se passe en ligne. Donc, c'est vrai que j'ai 2 positions là où régulièrement, quand même, je passe chez l'ostéopathe pour il me débloque. Alors, j'essaye de faire des pauses, des étirements, etc. Mais c'est quelque chose qu'il faut, voilà, que ça rentre dans ma routine. C'est pas encore très acquis, mais il faut vraiment que je le fasse parce que je rajeunis pas non plus. Donc, Oui, c'est pas dans le simple, hein, les sens où couleurs. ça va, ouais, il faut faire attention. Après, oui, les tissus, les enrouler, etc. Ouais, ça peut être physique. Là, j'ai mon mari qui m'aide, mais de temps en temps, voilà, c'est moi qui le fais. C'est vrai que c'est au niveau des bras, etc. C'est lourd, en fait, des rouleaux de tissu. Ouais, c'est lourd. Ouais. OK. Quelles sont tes conditions de travail? Tu travailles quel jour? Tous les Alors, jours, le week-end? ouais, c'est très simple. Je travaille quand mes enfants sont à l'école. Donc, en gros, à partir de 8h30, si tout va bien, s'il n'y a pas d'enfants malades, je suis libre et je viens en général directement à l'atelier. Ils sont 2 jours par semaine à l'école. Donc, j'ai 2 jours par semaine où je fais 8h30, 16h30. Et puis, quand je prends une pause, voilà, c'est une demi-heure maximum. Donc, ça me fait quand même une bonne journée de travail. Et sinon, ben, voilà, j'ai une pause un peu imposée de 2 heures, voilà, de 11h30 à 13h30. Je ressens bien la différence, hein, ça se connaît pas mal sur le travail que j'arrive à accomplir en une journée. Mais voilà, j'ai récemment déménagé en fait, donc ils ont besoin, voilà, encore quand même Oui, ouais, de leur maman dans cette transition, etc. Donc voilà, on fait comme ça. Et puis le mercredi, ouais, je suis avec eux, le samedi, dimanche aussi. Après, ça OK. arrive, voilà, que je fasse des petits bonus, des petits extras à la maison, si j'ai juste besoin de mon téléphone en fait, voilà, écrire un texte, éditer une petite vidéo, faire, voilà, recadrer 2-3 photos, etc. Je le fais le soir, quoi. Je suis pas censée OK. le faire, mais, mais déjà maintenant que l'atelier est plus dans mon appartement, ce qui était le cas encore il y a 6 mois, hein, ça va déjà mieux, j'arrive mieux à couper la vie familiale et professionnelle. Oui. Du coup, oui, c'est à part de la maison, là, maintenant. Ouais, C'est maintenant fini. c'est séparé. C'est bien. Ouais, c'est une bonne chose, je pense. Du coup, ça fait beaucoup de boulot dans un très court, temps, en fait, parce que, Ouais, enfin, sur juste le temps scolaire, c'est oui. compliqué Ah oui, c'est et intense. pendant les vacances? Oui, en plus, alors maintenant, j'ai la chance de me rapprocher de mes parents aussi, hein. Avant, j'étais dans le département de l'Ain, mes parents sont en Haute-Savoie. Et là, on est revenu en Haute-Savoie, donc c'est vrai que voilà, maintenant, je peux avoir quand même quelqu'un qui m'aide au niveau bah, pour m'occuper des enfants, etc. Donc, c'est bien. Après, la petite reste encore assez accrochée à sa maman, etc. C'est pas toujours simple, mais voilà, elle va grandir aussi. Et puis, plus ça va aller, plus ça va être, enfin, c'est censé être facile, plus facile. Oui, après, chaque enfant est différent, de toute façon. Et puis après, c'est le but aussi, si tu as créé ta société, c'est pour, voilà, passer du temps avec tes enfants. Et C'est c'est ça. chouette quand tu vas le faire. Oui, c'est vrai que quand ils sont malades, bon, bah, la question se pose pas trop. J'ai pas à courir à droite à gauche pour savoir comment je vais faire. Moi. Voilà, je suis là et puis papy, mamie aussi. Donc on se débrouille plutôt bien. Bon, quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors le mien en question, bah, voilà, c'est la couture, hein, en savoir un minimum et puis savoir coudre. C'est vrai que des fois, je vois des choses sur YouTube, des petits tutos couture, etc., où je me dis, c'est quand même un peu juste. C'est à la portée de tout le monde, hein, tout le monde peut faire sa chaîne YouTube, etc. Mais c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui se lancent dans des choses sans vraiment avoir de connaissances. Et c'est vrai qu'on s'y perd vite, ça peut vite devenir un peu n'importe quoi. Donc voilà, dans la mesure du possible, avoir une formation ou avoir déjà pas mal d'années d'expérience, hein, ça peut quand même être un plus. Et puis, moi, ce qui me choque le plus aussi, c'est un peu les mauvais assortiments de tissus, de couleurs, etc. Voilà. Avoir quand même un bon goût, avoir voilà, un côté quand même créatif assez développé, je dirais, pour avoir des idées. Voilà, par exemple, si on fait une trousse, pas juste proposer voilà, un tissu à poids d'un côté et une doublure rayée à l'intérieur. Voilà, toujours trouver la couleur de fermeture qui va avec, le petit bouton, la petite étiquette, etc. Voilà, avoir bon goût, savoir coudre, alors voilà, vraiment dans ma profession. Quelque chose, je pense, qui s'apprend peut-être pas vraiment, mais qui vient au fil du temps, ou je sais pas, c'est la capacité d'expliquer.
C'est vrai que j'ai beaucoup de bons retours, beaucoup de commentaires sur les tutos. Vous expliquez bien, vous expliquez de façon compréhensible, vous êtes très explicite, pas trop de blablabla, etc. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai pas été formée pour ça. Je suis pas professeure à la base, mais c'est vrai qu'au Brésil, quand j'ai habité au Brésil, voilà, j'ai pas vraiment pu travailler dans la couture, mais bizarrement, le travail est venu à moi et on m'a contacté vraiment pour donner des cours de français alors que j'étais absolument pas prof de français. Et des fois, là, quand je m'entends parler, je trouve que je fais plein de fautes de français parce qu'en plus, à la maison, on parle plus portugais que français. Donc, je trouve quand même étonnant d'avoir été prof de français pendant plus de 3 ans. Mais bon, voilà, français, langue étrangère, hein, au Brésil. Mais je pense que ça m'a vraiment aidé parce que du coup, le fait de devoir enseigner ma langue dans une langue étrangère à des personnes qui ne parlent pas un mot de français, du coup, je pense que j'ai développé par moi-même, en fait, des techniques ou, je sais pas, une façon de parler pour expliquer quelque chose qui, à la base, semble impossible à expliquer. Et puis là, du coup, c'est mon domaine. Donc, je pense que j'ai. Voilà, Toutes les compétences réunies, quoi. Voilà, je pense que mes compétences se réunissent sans même le savoir. Ça s'est fait comme ça. Mais je pense que vraiment, ouais, le fait de savoir expliquer, trouver les mots, voilà, pas bégayer, etc. Ça, c'est pas facile, hein. Au début, quand on fait des vidéos, moi, mes 3, 4 premières vidéos que j'ai essayé d'enregistrer, je les ai même pas regardées. Je pouvais même pas entendre ma voix. Je pouvais pas me voir. Je trouvais que ça ressemblait à rien, qu'il y avait des entre chaque mot. C'était juste insupportable. Et ça, c'est super. Ça a été la chose la plus difficile dans le lancement de mon entreprise là et les tutoriels sur YouTube, etc. C'est vraiment de s'accepter au niveau de son image, de sa voix, savoir s'entendre. Puis voilà, après, c'est de l'entraînement aussi, hein. Plus on en fait, plus c'est fluide, etc. Mais au Et début, plus on s'habitue et plus ça devient naturel. plus ça devient naturel, ouais. Oui, maintenant, je le remarque même plus vraiment, mais j'ai vraiment dû sortir de ma zone de confort et j'ai cru que j'allais pas y arriver, franchement. Si mon mari n'avait pas été derrière, je pense que j'aurais arrêté. Heureusement qu'ils sont là des fois. Ok. Quels sont les débouchés dans ta profession? Est-ce que c'est facile de trouver du travail ou de se lancer? Enfin... Non, malheureusement, pas vraiment. Et c'est vrai que moi, quand voilà, j'ai fait couture, etc., moi, je voulais faire dans l'art, en fait, pas forcément dans la couture. Après mon bac, j'ai fait un bac S. J'ai passé mon bac S avec 5 de moyenne en maths. C'était vraiment très compliqué. Ça a été super dur à la fin. Voilà, j'ai été sauvée par la SVT, la physique, etc. J'ai fait S, en fait, pour avoir le plus de débouchés possible après le bac. C'est ce qu'on disait à l'époque. Donc, j'ai fait S. Ça a été horrible. Et après, vraiment, je me suis dit, voilà, moi, ce que j'aimais, c'était peindre, dessiner, etc. Puis un peu la couture, le crochet. Et en fait, voilà, j'ai trouvé cette école qui permettait en fait de faire beaucoup de dessins parce que le stylisme à la base c'est que du dessin. Voilà, à la base j'allais intégrer une école où j'allais dessiner, imaginer des vêtements, etc. Et ils proposaient une double formation où on apprenait aussi le patronage, etc. et créer des vêtements. Du coup, je me suis dit, allez, j'essaye, ça m'intéresse aussi. En fait, la partie de création m'a beaucoup plus plu que la partie dessin parce que je pense que finalement, au final, j'étais quand même plus douée avec le tissu, etc., qu'avec un crayon. Donc, ça a été une bonne découverte. Après, voilà, moi, le but, ça a été plutôt de voyager et le but, c'était de parler anglais. Voilà, parce que dans la mode, dans tous les cas, si on ne parle pas anglais, voilà, juste rester en France en parlant français, au bout d'un moment, ça va bloquer de toute façon. Donc, en fait, voilà, le fait de vouloir parler anglais m'a fait voyager, m'a fait rencontrer d'autres cultures, d'autres horizons. Je me suis souvent retrouvée dans des situations très difficiles parce que je ne parlais pas la langue, parce que je n'avais pas mes parents, parce que j'étais à des milliers de kilomètres d'eux et qu'il fallait que je me débrouille. Et ça, c'est la meilleure formation en fait qu'on puisse faire et la meilleure école de vie. Et c'est là où j'ai le plus appris en fait. Après, à mon retour en France, évidemment, j'avais envie d'essayer de retourner dans la couture. À Bourg-en-Bresse, c'est pas non plus Paris ni Lyon. Voilà, le fait c'est que je me suis retrouvée là-bas parce que je revenais avec ma famille étrangère du coup et que voilà, par rapport à un logement, etc., on a atterri là-bas. Voilà, donc du coup, je me suis bien rendu compte qu'avec un bébé, si je voulais travailler dans la mode, alors où c'est l'usine où je fais, voilà, à la chaîne et je couds des choses, hein. Il y a des petites usines autour de Bourg-en-Bresse, hein, du vêtement, de la lingerie, etc. Mais c'est de la chaîne, en fait. Et moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Donc, la meilleure option, en fait, c'était de créer mon entreprise. Après, voilà, créer mon entreprise, vendre mes petits vêtements de bébé, mes petits accessoires, etc. sur les marchés, très sincèrement, pour en vivre à 100% et ne faire que ça,
Je pense ça difficile, bien que ça soit possible, hein. Après, les personnes que je vois qui réussissent dans la création comme ça, etc., elles ne sont pas juste sur les marchés locaux. Elles ont un site internet, elles carburent sur Facebook, Instagram, etc., des petites vidéos, des photos, et elles vendent beaucoup parce qu'elles travaillent sur internet, qu'elles ont énormément de visibilité et elles ne sont pas limitées à voilà, un rayon de 20 km autour de chez elles, quoi. Ok. Après, moi, voilà, j'ai choisi ce côté-là parce qu'en plus, l'enseignement, en fait, ça me plaît. Et je trouve plus simple et plus épanouissant, en fait, de créer une pièce, voilà, en créer deux, trois, parce qu'il faut faire des prototypes, l'enseigner, et puis après, vendre le tissu en plus que j'ai utilisé pour faire ma pièce, etc., donner envie aux gens. Et les gens, ils ont envie de faire comme moi, et je leur offre cette possibilité, et je trouve ça plus épanouissant. Et je m'ennuie jamais, en fait, parce qu'une fois que j'ai fini un projet, j'en fais un autre. Alors que quand je vendais mes créations, en fait, voilà, une fois que j'avais fait 2 bavoirs, en fait, j'avais pas envie d'en faire 20. J'ai envie de faire autre chose. Sauf que je peux, voilà, quand on fait de la vente, on peut pas faire que de la pièce unique non plus, parce que ça prend beaucoup plus de temps, trop de temps. Au niveau des matières, c'est très onéreux parce que du coup, on veut changer de tissu sans arrêt. Et ça reviendrait à faire de la chaîne, en fait. Pour moi, c'est de la chaîne de vendre sur les marchés. Voilà. Et Donc, puis, c'est compliqué, moi, je trouve, de mettre ses tarifs en fonction du temps vraiment qu'on y passe et du matériel qu'on y passe. c'est presque impossible sur les marchés. En tout cas, je sais que moi, voilà, je me faisais un peu d'argent, etc. Mais entre le temps que j'y passais et les matières premières que j'achetais, je ne m'y retrouvais pas tant que ça. Et puis, je ne travaillais pas en plus à l'époque à côté, hein, je m'occupais de mon bébé. Donc, en fait, si vous voulez, presque je payais pour travailler, presque. Et puis, en plus, on a tendance à voilà, casser les prix parce qu'on voit que ça ne part pas. On voit des gens qui passent devant, qui regardent. Oui, c'est joli, mais c'est un peu cher. Alors qu'on a passé 5 heures à faire un truc. Ouais, c'est très dur de se payer. Enfin, on se paye même pas un SMIC, c'est évident lorsqu'on vend ses créations, hein. Et puis on a souvent tendance à casser les prix pour s'aligner sur la concurrente à côté. Sauf que elle, peut-être qu'elle n'en vit pas, peut-être qu'elle fait ça juste le week-end et en fait elle vend sur les marchés pour s'amuser et Ouais, puis et puis c'est puis, parce quoi. que peut-être faire les marchés, elle aime l'ambiance, etc. Et elle s'amuse. Sauf que nous, peut-être que notre but c'est d'en vivre. Sauf que elle vend ses trucs 2 fois, 3 fois moins cher parce que c'est pas son but. Donc c'est très difficile de trouver effectivement un équilibre, etc. J'ai créé un petit dossier en format PDF et un tableau Excel qui est disponible du coup sur le groupe Facebook La Couture Créative avec Iris et sur le site unbrindiris.com. J'avais fait un live et j'avais expliqué un peu comment calculer voilà, combien ça nous coûte de réaliser telle ou telle pièce et selon toutes les charges qu'on a, parce qu'il faut compter son électricité, le, Les impôts. les impôts, la CFE, ouais, l'URSSAF qui va tomber à la fin du mois, le pourcentage, etc. Tout ça, il faut le compter dans son prix. C'est pas juste j'ai utilisé un tissu, une doublure, un thermocollant, hop, j'additionne ça. C'est pas juste ça en fait. Il y a beaucoup de choses à compter Le temps. ouais, le temps. Donc, ouais, j'avais créé quelque chose et qui avait pas mal plu aux abonnés. Je sais qu'elles l'ont beaucoup téléchargé, etc. J'espère que ça a pu aider. Et le but, c'est aussi pour voilà, certaines personnes qui veulent se lancer comme ça, qu'elles puissent regarder en amont, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que je vais réussir, etc. Parce que c'est dur de se lancer tête baissée, voilà, voilà, au bout d'un an d'être dégoûté et de se rendre compte en fait que c'est pas viable. Et on se dit, si j'avais su avant, voilà, j'aurais pas, Je ne me serais pas lancée. je me serais pas lancée, j'aurais pas mis autant d'énergie Ça là-dedans. aurait fait autrement. Surtout que la plupart des personnes qui font ça, en plus, c'est des jeunes mamans, hein, comme moi j'étais à l'époque. Des personnes qui, voilà, qui veulent profiter de leur petit bout de chou, créer à côté, etc. Et en fait, on s'épuise vite parce que la charge mentale, elle est énorme. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il est possible d'évoluer? Oui, alors dans mon domaine là, moi, tel que je suis dans la couture, dans YouTube avec les tutoriels, etc. Oui, d'ailleurs, moi, ça fait donc 2021 où j'ai commencé. Ça fait que 3 ans que je fais ça et là, je vis à 100% de mon activité. J'arrive à investir, c'est-à-dire que, alors pas tous les mois évidemment, hein, j'ai des mois très bons là, comme là où j'ai vendu voilà, 200 mètres de tissu. J'ai des mois très bons avec un bon chiffre d'affaires qui me permet voilà, de mettre un peu d'argent de côté. Parce qu'après, quand on est à son compte, hein, au niveau de
au niveau de la sécurité sociale, la mutuelle, etc. Si on n'a pas des bons trucs, enfin, je suis pas employée de personne, donc les congés maladie, etc. On oublie. Donc le jour où il y a un pépin, il vaut mieux avoir un peu de sous de côté quand même. Et puis j'arrive à réinvestir. Du coup, il y a une partie de tout ce que j'ai gagné là, où en fait je rachète des fournitures, enfin du tissu dans mon cas. Et ça, c'est pas toujours évident aussi de voir une telle somme. On se dit, je la garderai bien pour moi, mais en fait, non, sinon, j'aurais plus rien à vendre et ça va pas avancer. Et équilibrer la balance, et ça, c'est pas simple au début, de gérer sa trésorerie, etc. Voilà, plus ça va, plus ça se passe bien. J'imagine que dans un petit moment, j'aurai peut-être besoin d'un comptable parce que voilà, l'entreprise évolue, etc. Mais c'est possible d'évoluer, oui. Surtout que moi, ce qui est bien, c'est l'effet boule de neige. C'est-à-dire, plus je mets des tutos, plus je fais du contenu gratuit et j'équilibre avec le contenu payant, etc. Et plus je me monte sur les réseaux sociaux et plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de clientes. Et ce qui est bien avec un patron, c'est que à partir du moment où je crée un patron, en fait, je le vends à 100, 200, 300, 1000 personnes. Alors que si je crée un bavoir, ce bavoir, je le vends à une seule personne. C'est ça la différence, en fait. C'est que le travail, il est plus conséquent. Voilà, coudre un bavoir, ça va peut-être me prendre une demi-heure. Faire un patron, ça va me prendre 3 jours. Mais au final, je vais le vendre beaucoup plus, en fait. Ok. Donc, voilà. Et donc après, on peut évoluer en agrandissant l'entreprise. Oui. Oui, voilà, j'ai déjà pensé à effectivement avoir un lieu physique pour déjà pouvoir proposer mon tissu dans une boutique où les personnes peuvent venir physiquement et pas seulement sur Internet. Après, Internet, dans tous les cas, il faut que je le garde parce que j'ai des clientes qui sont au Québec, en Martinique, à La Réunion, donc elles ne vont pas venir chez moi, même celles qui sont voilà, sur Paris, en Belgique. Mais je me suis bien posé la question, effectivement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient être intéressées, surtout ici, par exemple, dans la région Haute-Savoie, où des magasins de tissus il n'y en a pas énormément, à part Mondial Tissu qui se trouve à Annemasse et qui est quand même loin de tous les petits villages, etc. C'est du tissu qu'on trouve partout ailleurs. Donc c'est vrai que moi j'ai un gros différentiel au niveau de ce que je propose. Et je pourrais aussi proposer des ateliers, en fait, des ateliers couture en présentiel. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment fonctionner. Après, voilà, ça nécessite de louer un local avec tout ce qui va avec. Avec plus de machines. Voilà, tout ce qui va avec. Et puis avoir un point, voilà, avec un parking. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Forcément, je vais avoir besoin d'un employé à un moment donné parce que l'entreprise va grandir, que je ne vais pas pouvoir faire tout ce que je fais. Déjà, tout ce que je fais là actuellement, seul dans un atelier qui n'est pas ouvert au public, ça commence à être juste. Donc, si en plus j'ouvre au public et que j'ai une permanence à vendre du tissu, je ne pourrais pas être en train d'enregistrer un tuto pendant que les gens rentrent, sortent et que ça sonne la petite cloche à chaque entrée. Ça ne va plus être possible. Donc là, je suis vraiment entre deux, c'est que je me pose la question, est-ce que ça vaut la peine ou pas, sachant qu'il y aura des frais en plus. Un salarié, ça coûte très cher à une entreprise. Souvent, on paye plus cher le salarié qu'on se paye soi-même à la fin du mois. Donc là, voilà, là, je suis dans cette phase où, voilà, est-ce que je saute le pas et je me risque, sachant que ça va être un investissement personnel et financier très grand, ou est-ce que je reste encore un peu dans ma zone de confort et j'arrive à gérer encore un peu comme ça, sachant qu'à un moment donné, ça va forcément coincer. Il faudra que je prenne une décision. Après, C'est voilà. bien, ce genre de décision, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, c'est bon signe, ça veut dire que ça avance et que ça fonctionne, oui. C'est ça que savoir si on va fermer. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je préfère être dans ce cas de figure, j'ouvre une boutique plutôt que je vais devoir fermer mon petit business, évidemment. Hein. C'est des bonnes questions à se poser, mais ça fait beaucoup réfléchir, ouais, ça empêche un peu de dormir des fois. Tu m'étonnes. Quel est le parcours pour parvenir à ton métier? Voilà, comme je disais, on n'a pas besoin d'être formé, d'avoir un diplôme. Moi, personne ne m'a jamais demandé de prouver que j'avais un diplôme styliste modéliste, que ça soit YouTube quand j'ai ouvert ma chaîne, que ça soit pour ouvrir un site internet, ou mes abonnés m'ont jamais demandé. Alors là, je crois qu'il n'est même pas affiché, mais je sais qu'avant, voilà, je l'avais sur le mur derrière, etc. Petit diplôme papier, mais c'est vrai qu'au final, on n'a rien à prouver à personne, surtout quand on ouvre son entreprise, on est son propre patron, donc personne ne va nous demander un CV, quoi. Après, voilà, comme je disais, avoir une bonne connaissance, un bon savoir-faire dans la couture, ça peut qu'être en plus, parce qu'on aura plus de crédibilité. Non, bah, les gens ne vont pas nous croire. Hein, si on fait un tuto et qu'au final, l'accessoire est tout tordu, on va aller trouver une autre chaîne YouTube. Et puis, je disais au niveau du goût, quoi, je pense que le goût, l'assortiment des tissus, rajouter un petit plus, etc., ça fait toute la différence, en fait. Savoir se démarquer, avoir son propre style et vraiment suivre
ce qu'on ressent et son style, quoi. Pas essayer de suivre les autres, faire comme les autres, copier les autres, là, ça sert vraiment à rien parce que, au contraire, du coup, on est comme tout le monde, donc on est perdu au milieu Il faut se démarquer. faut se démarquer. Ok. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui voudrait s'orienter dans le monde de la couture en Oui, général? alors bien réfléchir avant, faire une étude de marché, selon où la personne vit, qu'est-ce qu'il y a. Alors déjà, ça va dépendre de la personne, ce qu'elle veut faire dans la couture, c'est-à-dire où vendre ses créations aux marchés locaux, marché de Noël, etc. Est-ce qu'elle veut en vivre à 100% ou c'est juste une activité, le soir, le week-end, et puis mettre un peu du beurre dans ses épinards, hein, arrondir les fins de mois. Déjà, c'est très différent. Il faut savoir quel est le but final, voilà, si c'est un salaire ou juste une petite activité en parallèle, juste pour s'amuser, sortir de chez soi, rencontrer du monde, faire les marchés, etc. Ça dépend du temps que la personne a devant elle en fait pour son activité, hein. Si on a un emploi à côté, c'est évident qu'on ne pourra pas faire le même genre de journée que moi je fais parce que c'est mon métier à plein temps. Ça dépend si on a des enfants. Donc bien réfléchir avant à sa situation initiale. Si la personne a de l'argent à investir déjà à la base, parce qu'il faut quand même avoir des bonnes machines. Quand on fait des marchés, il faut une table, il faut un barnum, un chapiteau, un minimum de décoration quand même jolie pour mettre ces articles, hein, parce que quand on s'est tout posé comme ça sur une table ou alors qu'on a des petits trucs pendus à droite, à gauche, des étagères, etc., déjà ça fait toute la différence au niveau du regard du client. Voilà, donc bien penser en amont, vraiment faire une étude de marché, c'est important, un business plan, etc. Il faut le faire. Parce que si on va vite se rendre compte avec les chiffres qu'on va mettre dans les cases, en fait, si c'est viable ou pas. Et ça, on n'est pas obligé de le faire seul, on peut se faire accompagner. Moi, personnellement, je me suis fait accompagner par la BGE, la boutique de gestion d'entreprise. Il y en a dans tous les départements de France. Ça marche par département, hein. Mmh. Et se faire aider et puis voilà, bien réfléchir avant et puis si c'est comme moi, plus pour, des tutoriels, et cetera, parce que c'est vraiment 2 métiers différents au final, hein. Mmh. Ah bah oui, Aucune carrément. formation finie, quoi. Moi, je les offre et puis je les tire au sort, je les offre à mes abonnés. Oui, Donc tu c'est vends rien, pour elle. quoi. Tu vends Pardon? aucune de tes créations. Oui, c'est arrivé qu'une cliente me dit: «Ah, j'aime trop tel ou tel, prototype que vous avez fait, je veux l'acheter» et puis je le vends, voilà. C'est arrivé, mais en général, non. J'offre et puis je fais tirer au sort, ouais. Et puis là, je suis en train de garder pas mal de choses parce qu'en fait, je me dis que bientôt, vu que j'ai beaucoup de tissus à vendre, je pourrais les vendre dans les marchés, mais les salons de tissus, salons, loisirs créatifs, etc. Et quand c'est des patrons prêts à coudre, etc., je me dis que ça peut être bien quand même d'avoir la pièce en question pour montrer. Donc pour l'instant, je stocke un peu, mais sinon, ouais, j'offre ou je donne en fait. Puis voilà, si c'est une personne qui veut se lancer sur YouTube, etc., alors s'entraîner d'abord à la maison, ne pas dévoiler ses premières vidéos. Vraiment, il faut beaucoup de résilience et persévérance parce que c'est pas facile si on n'a pas l'habitude de se montrer comme ça, de se filmer, etc. sur les réseaux sociaux. Quelque chose de très difficile. Et au jour d'aujourd'hui, vouloir percer, voilà, rien qu'en faisant du local, etc., sans se montrer sur Internet, c'est assez difficile parce que voilà, on est dans une génération, dans un temps où le truc à la mode, c'est ça, le truc qui fait percer, c'est ça, c'est les réseaux sociaux. Et puis se montrer, en fait, c'est la partie la plus difficile parce qu'on pourrait très bien montrer que ses créations, jamais se prendre en photo, jamais se montrer, mais en fait, les gens, ils ont besoin d'humains derrière. Et ça, j'ai vite compris. À partir du moment où je me montre, où je parle, où je suis vraiment moi, naturelle, hein, dernièrement, j'ai fait des vidéos un peu plus rigolotes où je filme un peu ce que les gens ne voient pas, l'arrière, alors de façon humoristique, hein. Du coup, moi, ça m'amuse, je m'amuse, et puis ça amuse mes abonnés. Au moins, elles s'identifient en fait à une personne. Parce qu'on ne s'identifie pas à un produit à la base, on a besoin de savoir qui est derrière. Et ça, vraiment, ça fait toute la différence. Si j'ai vraiment un conseil à donner pour percer, etc., il faut. Alors, on n'est pas obligé de se montrer en vacances, en train de faire ses courses, faire une story toutes les 5 minutes, parce qu'on a fait une pause café, etc. Mais voilà, se montrer, parler, montrer qui on est, parler un peu de son parcours, comment on en est arrivé là, juste pour dire bonjour, aujourd'hui j'ai cousu telle ou telle pièce va être mise en site sur va être mis en ligne sur le site. Il n'y a que 3 pièces, c'est maintenant ou jamais, et voilà, jouer sur la rareté, voilà, il faut vraiment montrer que le produit vient de la personne et montrer la personne qu'on est et pourquoi on a créé ce produit. Et pas juste j'ai fait
un bavoir avec un bout de dentelle. Oui, mais pourquoi? Voilà, voir, OK. ouais, il faut vraiment de la personne, de l'humain derrière, parce que les gens, en fait, ce qu'ils achètent, c'est pas vraiment le produit en lui-même, c'est parce que telle personne l'a fait, en fait. Oui, ils sont d'abord, fans de toi avant d'être fans de tes créations. Oui, c'est ça. Après, on peut évidemment flasher sur un tissu, sur Oui, voilà, quelque chose, mais si on veut que la cliente revienne et qu'elle revienne acheter, et cetera, c'est parce qu'à la OK, base, elle aime la personne qui est derrière et elle aime le travail de la personne et non pas que, le résultat final, en fait. Elle OK. a besoin de savoir le cheminement et voilà. Super. Merci Iris, pour ta participation, pour tous ces conseils que tu nous as donnés aujourd'hui. Je suis vraiment contente, d'avoir partagé ce moment avec toi. Bah, moi aussi, j'espère que c'est une grande première et j'espère que ça pourra aider, pourquoi pas, des gens, hein, à se poser les bonnes questions et à alors le but, c'est pas de décourager, hein, c'est bien d'encourager, mais vraiment, c'est vrai que c'est difficile de commencer quelque chose et de bout de 6 mois, 1 an, se dire: «C'est trop dur, je m'en sors pas, j'ai des dettes alors qu'à la base, je voulais gagner de l'argent», c'est dur et je sais que ça arrive à beaucoup de gens, hein, surtout dans l'artisanat, parce que percer dans l'artisanat, c'est compliqué. Ça revient cher en fait à l'artisan et c'est difficile de vendre son artisanat le prix qu'il vaut, surtout que maintenant on a des sites comme Etsy, etc., où on retrouve de l'artisanat, mais c'est européen, donc on ne peut pas comparer le prix d'une matière première et le prix de le coût de la vie en fait, par exemple en Pologne par rapport à la France. Donc on va retrouver les mêmes produits que nous on propose, moins cher, via internet. Donc c'est là aussi où est la difficulté. C'est qu'on est vraiment noyé maintenant avec internet, et cetera. On est juste une poussière dans un désert, quoi. Donc, C'est ça. voilà. OK. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Bah, Et merci puis à toi Aurélie. et puis pourquoi pas une prochaine fois sur un autre Pourquoi podcast. pas? Un autre sujet ou enfin un autre sujet, je pense que ça sera toujours un peu dans le domaine de la couture, mais oui, pour, Tout à fait. super. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!